Dans le top 10 des meilleures universités au monde du classement Shanghai, on trouve 8 américaines, 2 britanniques et aucune française. Et il faut remonter à la 12e position pour trouver Paris-Saclay et s'enfoncer jusqu'à la 33e position pour trouver un autre pleurant français, Paris Sciences et Lettres Universités. Et si vous ne le connaissez pas, le classement Shanghai est un classement des 1000 meilleures universités au monde. À l'heure où la France a tant besoin d'ingénieurs, de médecins, d'universitaires et de cerveaux de haut niveau, pas question de les laisser filer ailleurs ou de laisser croire à travers ces classements que la formation en France serait de mauvaise qualité. Pour retenir les talents locaux, prouver la qualité d'enseignement et attirer les meilleurs cerveaux du monde, l'État français a lancé le projet d'une méga-université, Paris-Saclay. 7000 hectares d'anciens champs agricoles rasés pour devenir un hub de la recherche scientifique. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi au sud de Paris. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. C'est parti! L'histoire commence bien avant les grues et les bulldozers. Il faut remonter aux années 1950 pour saisir les premiers frémissements de ce qui deviendra, 70 ans plus tard, l'un des pôles scientifiques les plus ambitieux d'Europe. Dès cette année, l'État commence à déplacer certaines grandes écoles et institutions scientifiques vers la périphérie de Paris. Le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, s'installe à Saclay en 1952. L'École centrale Paris suit quelques années plus tard, puis l'Institut d'optique, Supelc ou encore l'ENSTA. Mais ces implantations restent longtemps isolées les unes des autres, sans vision d'ensemble. Il faudra attendre le tournant des années 2000 pour que le puzzle commence à s'assembler. En 2006, sous l'impulsion du président Jacques Chirac, naît l'idée d'un campus de rang mondial. Ce projet va s'accélérer sous la présidence de Nicolas Sarkozy. En 2010, Paris-Saclay est officiellement classé Opération d'intérêt national ou OIN. Ce statut rarissime permet à l'État de prendre la main sur l'aménagement du territoire. Un établissement public d'aménagement, EPA, est créé. C'est à ce moment que les contours du projet prennent vraiment forme. Le choix du site de Saclay n'est pas anodin. Outre la présence historique de plusieurs institutions scientifiques, le plateau offre un foncier disponible et est situé à proximité immédiate de Paris et de l'aéroport d'Orly. Il est aussi traversé par des axes structurants comme la future ligne 18 du Grand Paris Express. D'ailleurs, nous avons fait une vidéo complète sur le Grand Paris Express qui avait fait un carton sur cette chaîne. Revenons à notre Silicon Valley Made in France. En 2012, un schéma directeur est adopté. Il pose les bases du développement urbain, scientifique et économique du territoire jusqu'en 2030. Plusieurs lois viennent renforcer le cadre juridique du projet. La loi relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, adoptée en 2013, consacre la création de l'Université Paris-Saclay. Cette méga-université regroupe bientôt plus d'une dizaine d'établissements, parmi lesquels Polytechnique, AgroParisTech, HEC ou encore l'Université d'Orsay. Paris-Saclay est intégré au programme Clusters d'excellence du Grand Emprunt, puis soutenu par l'Union européenne via les fonds FEDER. 3 raisons poussent la France et Bruxelles à lancer ce projet. La première raison, c'est le décrochage français en matière d'innovation. Ce n'est plus un secret, la France, pays qui a démocratisé l'automobile et a longtemps été réputé dans divers domaines tels que le nucléaire, n'innove plus. Pour vous faire une idée, en 2023, les chercheurs de l'Hexagone ont déposé 594 239 brevets. C'est beaucoup, mais moitié moins que les 1 267 667 brevets déposés par l'Allemagne et beaucoup moins que les 3 millions de brevets japonais ou états-uniens et les 4 millions made in China. Et je ne parle même pas de la difficulté abyssale des entrepreneurs français à concrétiser leurs idées de business. L'idée, à Saclay, c'est donc de regrouper les forces. Réunir les grandes écoles, les universités, les organismes de recherche, les laboratoires privés dans un même lieu. Le mot-clé ici, c'est synergie. La deuxième raison est typiquement française, déconcentrer l'innovation et la recherche de Paris. Depuis des décennies, Paris concentre l'essentiel des emplois qualifiés, des sièges sociaux, des grandes écoles. Le projet Paris-Saclay vise à corriger cette tendance. En créant un centre de gravité au sud de l'Île-de-France, on rééquilibre la région et on désengorge Paris. Enfin, la troisième raison derrière ce projet, qui est de loin la plus critiquée, est que Paris veut renforcer son attractivité internationale. Pour rivaliser avec les grands clusters mondiaux, Paris-Saclay doit être désirable. Il ne suffit pas d'avoir de bons chercheurs. Et il faut aussi attirer les meilleurs du monde, les faire venir, les faire rester. Enfin, il y a une motivation plus symbolique, plus politique. Paris-Saclay, c'est aussi une vitrine. Une manière de montrer que la Startup Nation peut encore porter de grands projets et se projeter à 10, 20, voire 30 ans. Justement, voyons comment ce projet se concrétise sur le terrain. Le périmètre d'intervention s'étend sur 27 communes réparties entre les Yvelines et l'Essonne.
Mais c'est bien sur 3 zones prioritaires que la mutation s'accélère. Le quartier de l'école polytechnique à Palaiseau, celui du Moulan entre Gif-sur-Yvette et Orsay, et celui de Satori à Versailles. 3 ZAC, zones d'aménagement concertées, chacune avec ses spécificités architecturales, ses maîtres d'œuvre et ses priorités. À Palaiseau, la ZAC de l'école polytechnique couvre 232 hectares. Les bâtiments y forment une skyline feutrée intégrée à la pente douce du plateau. Le style est sobre, contemporain, mais imposant. On y trouve déjà 196 000 m² de locaux d'enseignement supérieur et de recherche, 360 000 m² pour les entreprises, 78 000 m² de logements étudiants et 200 000 m² de logements familiaux. À cela s'ajoutent 36 000 m² dédiés aux services, commerces et équipements publics. Les premiers occupants, l'école polytechnique bien sûr, mais aussi l'ENSTA Paris, l'Institut d'Optique Graduate School, l'ENSAE, Télécom Paris, le centre R&D de Thales ou encore Danone. Côté conception, les bâtiments du campus sont signés par plusieurs agences reconnues, dont Jean-Michel Wilmotte et l'atelier Brenac & Gonzalez. Le quartier du Moulan, lui, est en pleine effervescence. Sur 337 hectares, le projet s'appuie sur une logique de continuité paysagère en lien direct avec la vallée de l'Yvette et les coteaux boisés. Ici aussi, les chiffres sont parlants. 350 000 m² pour l'enseignement supérieur et la recherche, 200 000 m² dédiés à l'économie, 90 000 m² de logements étudiants et 180 000 m² de logements familiaux. Pour relier ces pôles, un maillage de voiries, de pistes cyclables et de liaisons douces complète le réseau. Côté signature, impossible de passer à côté de 2 noms majeurs de l'architecture contemporaine. Rem Koolhaas, qui signe le projet Lab City de Centrale Supélec avec ses 112 000 m², et Renzo Piano, l'architecte italien à l'origine du nouveau site de l'école normale supérieure Paris-Saclay, livré fin 2019. Le quartier de Satori complète cet ensemble. Cette ZAC, créée en 2014, s'étend sur une zone historique marquée par la présence de l'armée et de l'industrie automobile. Le projet prévoit la construction de 230 000 m² de bâtiments industriels et 3 000 logements. Au total, l'ensemble du projet Paris-Saclay représente plus de 1,7 million de mètres carrés à construire sur 562 hectares. Le budget total est estimé entre 5 et 6 milliards d'euros. Le ministère de l'Enseignement supérieur a investi 1,5 milliard d'euros dans les bâtiments universitaires. Les établissements d'enseignement, eux, ont ajouté 500 millions d'euros. Et côté transport, la facture s'élève à près de 3 milliards d'euros. Principalement pour financer la ligne 18 du Grand Paris Express, mais aussi les bus à haut niveau de service. Le foncier a été cédé gratuitement par l'État à l'établissement public d'aménagement Paris-Saclay, EPA, chargé de piloter la coordination du projet. Les financements mobilisent l'État, la région Île-de-France, des fonds européens et des investissements privés. Le socle technique est donc en train de se consolider. Mais pour mesurer pleinement ce que cela change sur le terrain, il faut observer l'état d'avancement actuel. Et c'est justement ce que nous allons découvrir dans quelques instants. Sur le terrain, le projet Paris-Saclay a bel et bien pris forme. Plusieurs équipements emblématiques sont déjà sortis de terre. Les bâtiments flambant neufs de Centrale Supélec accueillent étudiants et chercheurs depuis 2017. L'école normale supérieure Paris-Saclay, dessinée par l'architecte Renzo Piano, a ouvert ses portes en 2020. L'université Paris-Saclay, officiellement créée en 2020, fonctionne désormais à plein régime. Côté transport, les travaux de la ligne 18 du métro avancent. La gare aérienne du Moulan a déjà pris forme sur son viaduc. Sa mise en service complète est attendue à l'horizon 2030. Le tramway ligne 12, quant à lui, poursuit son extension vers Versailles en desservant des zones clés du pôle. Sur le plan énergétique, la boucle d'eau tempérée est en cours de déploiement. Alimentée par la géothermie de la nappe de l'Albien, elle combine chaleur renouvelable et intelligence de gestion. Résultat, une économie d'énergie estimée entre 5 et 15 %. À terme, le réseau couvrira 5 îlots de 200 000 m² chacun avec un taux initial de 62 % d'énergie renouvelable. Le chantier avance, appuyé par un pilotage en temps réel via la fibre optique. Des entreprises comme Thales, Danone ou Oriba ont rejoint le site. L'université Paris-Saclay se hisse dans les classements mondiaux. Dernier jalon en date, l'inauguration du Data IA Cluster en avril 2025. Ce nouveau pôle d'excellence dédié à l'intelligence artificielle est soutenu par France 2030. Il réunit 14 établissements, des laboratoires, des hôpitaux et plusieurs écoles d'ingénieurs. Son objectif est de former plus d'experts, attirer les talents, connecter les disciplines et faire de Saclay une place forte de l'IA. Le projet Saclay School, adossé au cluster, propose déjà des parcours de licence à doctorat avec bourse et accompagnement renforcé. Niveau entreprise, plusieurs grandes entreprises ont pu participer à ce projet titanesque.
Bouygues Construction, Bouygues Bâtiment France Europe, Bouygues Énergie et Services, Bouygues Immobilier, Vinci Construction, Vinci Construction Grand Projet, Dodin Campénan Bernard, Razelbeck, Fraissinet, Spi Batignolles, Spi Batignolles Génie Civil, Spi Batignolles Fondation, Spi Batignolles Valérian, Chantier Moderne Construction, Faya, Eiffage, Eiffage Construction, Eiffage Énergie. Le paysage change grâce à elle. Et ce changement, désormais visible, appelle une question simple. Jusqu'où ira ce projet hors norme? Mais pour l'instant, il subit quelques critiques. Une Silicon Valley à la française, tout le monde est content, n'est-ce pas? Non, plusieurs personnes s'élèvent contre ce projet, notamment des chercheurs, des urbanistes et des collectifs citoyens. Sur le terrain, certains opposants dénoncent l'artificialisation massive des terres agricoles du plateau. Dès les années 1990, des voix écologistes s'élevaient contre l'emprise croissante des constructions sur cet espace agricole stratégique. Le débat s'est ravivé avec les nouveaux projets d'extension. En 2015, la commission d'enquête publique sur le contrat de développement territorial du plateau rend un avis défavorable. Elle estime que le projet ne présente plus les éléments de pertinence globale correspondant au contexte social, politique et économique actuel. Autre point de friction, le métro, la ligne 18 en cours de construction. Pourtant, certains élus locaux, notamment d'Europe Écologie Les Verts, pointent l'absurdité de faire passer un métro au milieu des champs. Côté université, la fusion et la gouvernance posent aussi problème. À la création de l'université Paris-Saclay, le SNESUP critiquait une gouvernance élitiste. Il l'estimait trop favorable aux grandes écoles au détriment des universités et des organismes de recherche, pourtant majoritaires en membres d'étudiants et de chercheurs. Une critique reliée aussi bien par des syndicats que par des universitaires comme Pascal Massard, qui rappelle que la visibilité ne doit pas faire oublier l'essentiel, la science se construit sur la durée, pas sur des classements. Ce sentiment d'un campus hors sol, conçu davantage pour briller à l'international que pour répondre aux besoins locaux, est récurrent. Certains chercheurs dénoncent un effet Shanghai. Des voix s'élèvent aussi contre les départs forcés. En effet, plusieurs établissements ont quitté Paris, Manu Militari ou d'autres villes d'Île-de-France pour rejoindre le plateau. Enfin, la complexité du pilotage alimente un certain désenchantement. L'État a longtemps été accusé de diriger le projet de manière trop verticale en marginalisant les collectivités et les acteurs académiques. Même au sein de l'université Paris-Saclay, certaines entités comme l'université de Versailles, Saint-Quentin en Yvelines, ont exprimé leur crainte de perdre toute influence dans la gouvernance finale. Et pendant que le plateau continue de se transformer, une question reste en suspens. Comment bâtir un campus d'excellence sans perdre de vue ce qu'il est censé servir? Et cette question se retrouve dans tous les projets d'Île-de-France. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir d'autres projets fascinants et on se dit à bientôt sur Utopie Urbaine.